Je voudrais un petit peu revenir sur ces termes de consumérisme, post-mondialisation, etc., qu'a évoqué tout à l'heure Lorna, et qui sont des termes que vous trouverez dans le manifeste 2010 de Ars Industrialis, puisque nous venons de publier un manifeste Ars Industrialis, où nous soutenons que nous n'en sommes pas sortis, mais nous sommes en train de sortir de la société consumériste. Disons qu'elle a atteint ses limites. C'est assez paradoxal de dire ça, évidemment, parce qu'on n'a jamais été autant dans le consumérisme. Mais nous soutenons que ça, c'est ce qui se passe toujours dans les phénomènes d'hégémonie. C'est-à-dire qu'au moment où le processus atteint son acmé, eh bien, il s'effondre. Hein. C'est très classique. Et nous pensons que nous sommes dans un processus de ce type-là. Je voudrais commencer, pour justifier ça, enfin pas pour justifier ce point de vue, parce que ce n'est pas le lieu ici de discuter de cela, mais je voudrais commencer par vous dire comment je rapporte la question du consumérisme à celle de l'art au XXe siècle. Une des choses que nous développons beaucoup au sein même de l'IRI d'ailleurs, et donc ici en lien étroit avec le Centre Pompidou, c'est l'idée que le consumérisme s'est étendu à la culture elle-même et a abouti à un consumérisme culturel qui est devenu quasiment destructif d'une relation aux œuvres et de la place de l'art dans la société. Si il en est ainsi, c'est pour toutes sortes de raisons, mais une raison fondamentale qui relève de questions que j'appelle organologiques. Les voici, Anastasia et Eric. Bonjour. C'est ce que j'ai appelé dans un livre, c'est une expression que j'avais fabriquée avec Nicolas Donin à l'IRCAM. Il s'est produit à la fin du 19e, au début du 20e siècle, ce que nous avions appelé un tournant machinique de la sensibilité. Dans l'invitation à participer à cette rencontre, il y a une citation de Jean-Luc Nancy, où il parle des accès sensibles et de l'accès supplémentaire à ce qui, je le cite, ouvre tous les sens à l'infini. Bon. Cette sensibilité, sous toutes ses formes, comme il dit, sensoriels, sentimentaux et sensés, il parle des accès sensibles. Je soutiens, et nous soutenons aussi bien d'ailleurs à l'IRI qu'à Ars Industrialis, qu'il y a une dimension organologique de cette sensibilité, c'est-à-dire une dimension, si vous voulez, dans un langage plus banal, une dimension technique ou technologique. Et que aujourd'hui, si nous voulons prendre véritablement, comme elle doit l'être, la question de savoir ce que c'est que faire sens, fabriquer du sens, produire sens, ce qui est la question pour moi de la transindividuation, il faut contextualiser cette question dans une époque organologique tout à fait spécifique. Tout à fait spécifique. Ou je dirais dans deux époques organologiques. Plus précisément. L'époque du XXe siècle qui s'achève et qui est l'époque du tournant machinique de la sensibilité qui a conduit, je le crois, moi, à ce que Benjamin décrivait comme une anesthésie, à une destruction, une transformation de la sensibilité, mais aussi à ce que j'appellerais plus précisément une prolétarisation de la sensibilité, une prolétarisation du sensible. Ce mot de prolétarisation, nous l'utilisons beaucoup, aussi bien à l'IRI qu'à Ars Industrialis, pour décrire un processus de perte de savoir. Nous avons essayé de revisiter le concept de prolétarisation de Marx, mais qu'on trouve aussi, d'une certaine manière, chez Adam Smith, déjà un peu préfiguré, et appliqué essentiellement au monde de la production, des ouvriers qui deviennent des prolétaires et qui perdent leur savoir-faire, qui perdent leur gestique, leur corporéité, parce que leur savoir est absorbé dans la machine. Ars Industrialis, nous avons soutenu que c'est ce qui s'est produit au XXe siècle avec les consommateurs, et non pas simplement avec les producteurs. Et qu'en fait, l'esthétique industrielle a été mise au service de la captation de l'attention des individus en développant la prolétarisation de ces
consommateurs, destinataires des industries culturelles. Et si j'insiste sur ce point, j'en avais parlé d'ailleurs dans le séminaire que nous avons organisé avec Patricia Ribaud l'année dernière, c'est parce que je pense que si on ne situe pas l'œuvre de Marcel Duchamp, aussi bien que ses échos chez Warhol, 50 ans plus tard, dans ce contexte de la prolétarisation, on n'y comprend rien. Je pense d'ailleurs que Duchamp lui-même parle de la prolétarisation. Il n'emploie pas ce terme-là à ma connaissance, mais il décrit les processus de ce type-là. Je viens de parler d'artistes importants du XXe siècle, Duchamp et Warhol. Ils sont du XXe siècle. Qu'est-ce qu'un siècle? Qu'est-ce qu'une époque? On y reviendra peut-être tout à l'heure avec Philippe, puisque je sais qu'il s'interroge beaucoup sur cette question d'époque, de ce que c'est qu'une époque. Il y a une chose que nous savons tous, et dont peut-être nous ne discutons pas suffisamment. Une œuvre est dans une époque. Léonard de Vinci, par exemple, est dans une époque. Vous savez très bien que un imitateur de Léonard, il y en a d'excellents, à commencer par les faussaires, bien entendu, parce que pour être un bon faussaire, il faut être un très bon artiste. Un très bon artiste en tant qu'imitateur, en tout cas. Les imitateurs de Léonard, il y en a beaucoup, et vous savez très bien qu'un Léonard, ce n'est pas simplement parce qu'il n'est pas un original, mais un Léonard qui serait produit au XXe siècle ou au XXIe siècle n'intéresserait personne, même s'ils sont produits des milliers en Chine actuellement. Mais ça ne considérait avoir absolument aucune valeur artistique. De même qu'un Marcel Duchamp du XXIe siècle n'a absolument aucune valeur artistique. Sachant que pour Duchamp lui-même, de toute façon, les œuvres de Duchamp ne sont pas des œuvres et n'ont donc pas de valeur artistique, mais des valeurs anartistiques. Et qu'est-ce que veut dire anartistique? Qu'est-ce qui se dissimule derrière ce mot d'anartiste chez Duchamp?